Bonjour Monsieur Juppé, je voudrais vous poser une question sur la sécurité sociale, puisque je crois que c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez essayé de vous l'avez réformé quand vous étiez Premier ministre de Jacques Chirac. Est-ce que vous pourriez faire un bilan de la réforme de la sécurité sociale que vous avez effectuée et nous dire qu'est-ce qui reste encore à faire, sans doute beaucoup de choses j'imagine, et puis toucher un mot éventuellement sur un sujet qui est dans l'air du temps, c'est la politique familiale. Merci. Pardon, le dernier, j'ai pas compris. La politique familiale. Oui, alors, la sécurité sociale, c'est, vous le savez, 4 branches. C'est la politique familiale, pour commencer. Elle est aujourd'hui en déficit, la caisse d'allocation familiale est en déficit, je crois que c'est de 2 milliards. Oh, je sais pas, oui. Vous êtes en train de vérifier les chiffres sur vos ordinateurs, mais enfin bon, donnez-moi les bons. Donc la caisse d'allocation familiale est en déficit. D'où l'idée, là aussi, de réformer le système et de moduler les allocations familiales en fonction du revenu des gens. C'est la négation des principes fondamentaux de la politique familiale telle qu'elle a été lancée en 1945 par le Conseil national de la résistance. C'était un des éléments du pacte social de la libération, c'est que pour relancer la démographie française, on aidait l'enfant, et on aide tout enfant de la même manière, qu'il soit l'enfant de riche ou l'enfant de pauvre. Donc il y a ce principe fondamental de l'universalité des allocations familiales, et le mouvement familial y est encore extrêmement attaché. D'autant que cette politique a réussi. La France aujourd'hui, j'ai oublié de le citer tout à l'heure dans les atouts du pays, c'est la France qui, avec l'Irlande, a la meilleure démographie aujourd'hui en Europe. Et un pays qui tient son rang sur le plan démographique n'est pas un pays en déclin. L'Allemagne, elle, va être menacée de déclin par son déclin démographique dans 10 ans, si ça continue. Et très souvent, les Allemands viennent s'informer sur la politique familiale française. Voilà, donc cette politique, elle a eu son sens. Aujourd'hui, on est dans la difficulté. Il faut trouver des économies. J'avais essayé en 95, là-dessus, je n'y étais pas arrivé, Jospin non plus d'ailleurs, mon successeur, de dire, après tout, est-ce que c'est profondément choquant que le fils d'un très riche PDG reçoive, enfin qu'un très riche PDG reçoive pour ses enfants exactement le même montant que le fils d'un ouvrier. Bon, moi, ça ne me choquerait pas qu'on module. Alors, le président de la République a dit qu'il allait s'y engager. Il faut voir ce qu'est la modulation. L'idée, c'est de dire, au-dessus d'un certain niveau de revenu, eh au lieu de toucher 100% des allocs, on en touche 50% ou 25%. Ça va être un débat politique très difficile, mais je pense personnellement qu'il faut le faire. Deuxième branche de la sécurité sociale, la retraite. Bon, pas la peine de vous dire dans quelle situation sont les caisses de retraite. On a commencé à faire la réforme. Ça a été extrêmement difficile. Moi, quand j'ai voulu toucher aux régimes spéciaux de retraite, en 1995, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue. C'est pour ça. C'est pas pour l'assurance maladie, j'y reviendrai. Donc après, Jospin n'a rien fait. Bon, Raffarin a commencé. Fillon aussi, avec des manifestations, mais c'est pas suffisant. Et donc aujourd'hui, il est incontournable d'allonger la durée de cotisation, parce que la durée de vie s'allonge et que tous les autres pays l'ont fait. Aujourd'hui, on doit être à... C'est progressif, je ne sais plus, ça va être 41 années et un trimestre. Donc on va avec 42 ans. Il va falloir aller vers 43, 44, 45 ans de cotisation. C'est-à-dire que la retraite pleine, à taux plein, elle se prendra à 65 ans et pas 60 ans. C'est incontournable. Pardon. Troisième branche, bon, celle-là, elle est moins importante et elle ne souffre pas trop de déficit, c'est les accidents du travail. Et la quatrième, c'est la maladie, bien entendu. Et là, juste un petit flashback, la réforme de 95, celle-là, je l'ai faite. Hein, contrairement à l'idée qui s'est répandue, selon laquelle j'avais cédé devant la rue. Je me souviens d'ailleurs d'un titre de Libération en décembre 95. Que reste-t-il du plan Juppé? 2 points, presque tout. J'avais eu le soutien à l'époque de la CFDT, de la Mutualité française, et on a pris en 94 ce qu'on appelait les ordonnances Barrot, toute une série d'ordonnances qui ont créé un prélèvement supplémentaire, le CRDS, la contribution de solidarité pour le financement des retraites. On a créé le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui existe toujours et qui permet chaque année d'avoir un débat sur les dépenses de santé et de fixer ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. On a créé les agences régionales de l'hospitalisation, qui ont si bien fonctionné qu'on en a fait maintenant des agences régionales de santé. Bref, il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises et qui reposaient sur quoi? Je reviens sur mon idée solidarité, responsabilité, qui était de dire les dépenses de santé augmentent, c'est normal,
Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'on se soigne mieux, les gens vieillissent, on consomme plus de dépenses de santé à 75 ans qu'à 25 ans. Hein, et donc il est normal qu'avec le vieillissement de la population, les dépenses de santé augmentent. Par ailleurs, les thérapeutiques se modernisent, enfin se sophistiquent, les nouveaux médicaments coûtent plus cher, etc. Donc les nouveaux traitements coûtent plus cher. Donc il y a partout dans tous les pays du monde une dérive de l'augmentation de la dépense de santé. Comment éviter que cette augmentation ne dérive précisément de façon exagérée? Et c'est là que mon idée, et je pense que tout tourne autour de ça aujourd'hui, est de dire il faut distinguer entre les dépenses médicalement utiles et les dépenses médicalement inutiles. On sait très bien qu'il y a des dépenses médicalement inutiles. On surprescrit un certain nombre de médicaments. Les antibiotiques, alors ça s'est un peu corrigé depuis quelque temps, les anxiolytiques, où on reste les recordmen d'Europe. Bon, il y a des actes médicaux qu'on répète systématiquement une fois, deux fois, trois fois, alors que c'est inutile, d'où l'idée du livret de santé. Donc voilà, à mon avis, les idées qu'il faut reprendre pour faire en sorte que la dépense maladie évolue, naturellement, pour qu'on puisse se soigner, mais qu'elle n'évolue pas de manière exagérée, irresponsable, et avec des actes qui ne seraient pas utiles. Voilà quelques idées. Je voudrais quand même terminer sur ce point, sur l'assurance maladie, c'est que vous mesurez, je l'espère, la chance extraordinaire que vous avez de vivre en France. Hein? Combien de pays au monde vous offrent un service de santé de la qualité de celui que nous avons en France, avec des conditions financières aussi avantageuses que celles que vous avez en France? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein? Vous avez vu le mal qu'a eu Barack Obama pour couvrir une partie de la population qui n'avait aucune couverture sociale, en Europe, nous sommes un des systèmes les plus performants. Donc il a ses imperfections, il a un coût qu'il faut maîtriser, mais il faut être bien conscient aussi qu'il nous offre une couverture santé assez exceptionnelle. Bien, merci. Alain Juppé, vous avez le temps pour une toute dernière question? Non, mais ça fait rien, je vais le prendre. Bon, c'est pas grave, on vous garde un peu, c'est un plaisir. Donc la question la plus likée par le public, que pensez-vous de la révélation des patrimoines des ministres? Vous souciez-vous de la Clio polluante de Duflot et des comptes de Valls? Sur cette affaire, moi j'ai publié sur mon blog il y a déjà plusieurs jours la déclaration de patrimoine que les hommes politiques sont tenus de faire auprès d'une commission indépendante qui s'appelle la Commission de transparence de la vie publique, qui est présidée par le vice-président du Conseil d'État, qui à ma connaissance est quelqu'un de respectable institutionnellement, hein, c'est le plus haut fonctionnaire de l'administration française et il est indépendant. Bon. Eh bien, chaque fois que vous devenez maire d'une grande ville, ou ministre, ou député, vous êtes obligé de déclarer votre patrimoine à cette commission qui peut vous interroger s'il y a des choses un peu surprenantes, et surtout, parce que c'est là que c'est intéressant, lorsque vous sortez de charge, lorsque vous n'êtes plus ministre, ou lorsque vous avez terminé votre mandat de maire ou votre mandat de député, vous faites une nouvelle déclaration qui doit permettre à la commission de comparer l'état de votre patrimoine quand vous êtes entré en charge et quand vous êtes sorti. Et si entre les deux, vous avez acheté un château, pas d'Espagne, mais je ne sais où, il faut dire pourquoi. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un emprunt que vous avez fait? Ou est-ce que vous avez piqué dans la caisse pour acheter un château? Donc aujourd'hui, les modalités de contrôle, elles existent. Alors on découvre que cette commission n'a pas suffisamment joué son rôle. C'est dommage, on va en créer une autre qui sera plus indépendante, mais enfin le mécanisme existe. Et c'est tant mieux, et c'est bien, et il faut exercer des contrôles effectivement extrêmement serrés, extrêmement sévères là-dessus. Est-ce qu'il faut aller sur la publication? Moi je l'ai fait parce qu'on ne peut pas résister à la pression médiatico-politique. C'est vrai que ça existe dans la plupart des pays d'Europe. Compte tenu de la mentalité française, je suis convaincu que c'est du voyeurisme. Hein. Et d'ailleurs, publier le patrimoine à l'instant T, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui compte, c'est l'évolution du patrimoine sur la durée. Hein? Est-ce qu'en 6 ans, vous vous êtes anormalement enrichi ou pas? Mais le fait que vous soyez propriétaire à l'instant T d'un certain nombre de biens, en soi, n'a pas de signification, sauf à décider, c'est ce que j'ai dit dans mon blog quand j'ai publié mon patrimoine, d'une sorte de régime censitaire à l'envers, et de dire qu'au-dessus d'un certain montant, on n'a plus le droit de faire de politique. On pourrait dire que si on a plus de 500 000 euros, on est très riche, on ne fait pas de politique. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. Voilà, on en est là. Ce qui s'est passé est catastrophique, déplorable, inqualifiable, comme l'a dit M. Cahuzac lui-même. Moi, j'en tire simplement 2 leçons. La première, c'est que ce qui m'a toujours choqué à gauche. Souvent, un certain nombre de mes camarades m'ont dit « mais pourquoi tu n'es pas de gauche ?»
t'es d'un milieu social, non pas modeste, mais enfin moyen, tes idées ne sont pas particulièrement extrémistes, tu es sensible à un certain nombre de questions. Pourquoi tu n'es pas à gauche? Et je répondais souvent parce que ce qui m'insupporte chez mes camarades de gauche, c'est leur bonne conscience morale. Voilà. Ils sont les porteurs de la morale, alors que les gens de droite, par définition, ne sont pas moraux. Eh ben ça, c'est fini. Hein. Terminé. Il y a des brebis galeuses partout. Il y a des moutons noirs partout. Il faut les détecter, les punir, les exclure de la vie politique, c'est vrai. Mais les leçons de morale, ça suffit. Voilà quelques considérations sur cette déclaration de patrimoine. Alors maintenant, on va assister à des tas de trucs très amusants. Je crois qu'il y a une ministre, vous me parlez de la Clio, là, il y a une ministre qui a déclaré 3 vélos de 200 € chacun. Voilà. Très bien. Et puis vous allez avoir les questions. Mais est-ce que le château de monsieur Untel a bien été évalué au bon prix? Est-ce qu'il ne trompe pas sur l'évaluation? Est-ce que dans la Sarthe, ça vaut bien ça? Ou est-ce que dans tel quartier de Paris, ça vaut bien ça? Donc vous voyez un peu les choses, et tout ça va créer un climat qui n'est pas... Espérons qu'on va tourner la page. Les vrais problèmes des Français, c'est quoi? C'est tout ce dont on a parlé. Hein. C'est le monde dans lequel on vit, c'est l'emploi, c'est aussi les questions de sécurité, c'est l'éducation. Bon, le reste... il faut faire le ménage, ça n'interprétez pas mon point de vue comme une indulgence vis-à-vis de ceux qui truandent, non, c'est inacceptable, et peut-être, et même certainement plus, de la part d'un responsable public qui assume des responsabilités publiques, c'est vrai, les responsables publics doivent être tenus à une exigence de moralité plus forte que les autres, c'est vrai, parce qu'ils incarnent la puissance publique, mais bon, donnons-nous les moyens de le faire et passons à autre chose. Hein. Une dernière petite question. Oui, une petite. Bon, là j'ai raté l'entrée. Hein. Bonjour monsieur le... Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Bonjour monsieur le ministre, moi j'aurais 2 petites questions à vous poser. Mais elles sont très courtes. Donc la première va faire un rappel à votre expérience de Premier ministre et notamment les manifestations auxquelles vous avez fait face quand vous étiez Premier ministre. Est-ce que vous pensez que M. Ayrault va pouvoir jusqu'à ce que le projet de loi du mariage homosexuel soit définitivement adopté, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir faire comme si rien ne se passe, ou alors un jour il va être obligé de, je sais pas, au moins de considérer les gens qui manifestent, les gens qui font des happenings un peu tous les soirs dans Paris, et voilà. Ma deuxième question, ce serait par rapport à l'UMP. Là on arrive, vous l'avez très bien dit vous-même, en 2014 on a les échéances municipales. Est-ce que vous pensez que le vote qui est attendu normalement au mois de septembre de cette année, est-ce que vous ne pensez pas que ça va être dévastateur justement pour les fédérations qui vont avoir autre chose à faire que de se concentrer sur Deux petites questions. Merci monsieur. Bon, je vais essayer de répondre de manière synthétique, donc insuffisante. Sur le premier point, mais il m'est arrivé de dire ces derniers jours que si M. Hollande voulait calmer le jeu et appeler à l'unité nationale dans un contexte qui est difficile, qui est grave, eh bien il serait bien inspiré de dire, voilà, sur ce point, on va faire la part des choses. Il y a une majorité de Français qui sont favorables à l'union des couples homosexuels, appelons ça mariage s'il le faut, ok. En revanche, il y a une majorité de Français qui ne comprennent pas l'homoparentalité. Et donc je retire l'homoparentalité sous toutes ses formes. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Il ne le fait pas, il va de l'avant, il a une majorité, il y a des institutions, elles sont solides, et donc ça va se faire. Est-ce que ça peut durer ? Comment en sortir ? Une dissolution, pour rendre la parole aux Français. Quand on a dissous en 97, on a dissous parce qu'on était absolument convaincus de gagner. Là, ils sont sûrs de perdre, donc ils ne vont pas dissoudre. Un référendum, ça va se transformer en sanction contre le président, ils ne le feront pas. Donc, moi je pense que la seule façon qu'ils ont de gérer cette crise politique, ce sera à un moment ou à un autre de changer de gouvernement. Je ne sais pas qui pourront mettre à la place d'Ayrault, qui est complètement usé jusqu'à la corde. On verra. Donc, l'un des scénarios qui a été évoqué par certains journalistes, c'est un scénario à la Zapatero. C'est-à-dire que ça va durer et qu'ils vont se faire manger les feuilles d'artichaut les unes après les autres et que ça se terminera au moment des élections par une déroute électorale. De l'autre côté, l'UMP ne donne pas l'exemple d'un dynamisme extraordinaire. Et on n'est pas véritablement entendu aujourd'hui, on n'a pas véritablement de voix qui porte. Il y a eu cette querelle lamentable entre Copé et Fillon, j'ai essayé
mais je suis intervenu trop tôt sans doute, le fruit n'était pas mûr de les mettre d'accord. Ils se sont mis d'accord sur le fonctionnement actuel, c'est l'armée mexicaine, il y a je ne sais plus combien, 30 vice-présidents à l'UMP. Et la question que vous posez, est-ce qu'il faut revoter en septembre? Ils s'y sont engagés. Ils ont dit on va revoter. Alors, je reconnais que c'est peut-être pas le moment de repartir dans une bagarre à quelques mois des élections municipales. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait redonner la parole aux militants. On va faire une réforme des statuts. On pourrait peut-être soumettre cette réforme aux militants avec une question subsidiaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut, malgré tout, faire des élections en septembre pour qu'il y ait quand même un acte de démocratie? Et puis, il me semble que la priorité de l'UMP, outre le travail qu'elle fait à l'Assemblée nationale, et il y a des députés qui font bien le boulot, c'est de préparer les échéances électorales. Souvenez-vous de l'impact qu'a eu notre raclée en 2008. On a pris la raclée aux élections municipales, ça a profondément déstabilisé le gouvernement et ça a été un des éléments qui ensuite a mené à 2012. Eh bien, il faut que nous fassions la même chose, c'est-à-dire que nous marquions des points en 2014. Il faut préparer ces élections. Moi, je suis en campagne déjà matin, midi et soir à Bordeaux. Il faut trouver des bons candidats. C'est pas facile, compte tenu de ce qu'on a dit de la vie politique et de son attractivité, mais il faut préparer ça. Et si nous étions capables, en 2014, d'avoir de bons résultats, de reprendre des villes, de reprendre Paris, pourquoi pas, c'est jouable. Moi, je trouve que NKM est une très bonne candidate, elle peut gagner. De reprendre d'autres villes, on aurait marqué un point, ça nous mettrait en position de force pour les sénatoriales suivantes, et on pourrait reprendre la majorité au Sénat. Et puis après, il y aura des élections régionales et départementales. Donc c'est cette stratégie qu'il faut jouer, en se disant que ça ne va pas être facile malgré tout, parce qu'ils sont en train de modifier les lois électorales, les découpages électoraux. Et donc, ça va nous compliquer la tâche. Mais voilà la stratégie telle que je la vois. Est-ce que par ailleurs, il peut se passer des choses dans la rue? Tout le monde me rappelle mai 68 en me disant, 3 mois avant, les journalistes ne voyaient rien venir, les hommes politiques non plus, les observateurs non plus, tout le monde disait la France est tranquille, ou même la France s'ennuie. Je me garderais bien de faire des prévisions de ce type, parce que je ne veux pas non plus devenir des prophéties autoréalisatrices, si je puis dire. Voilà, je reconnais que c'est pas extrêmement stimulant, que le paysage politique est un peu angoissant, et j'ai beau vouloir vous donner des raisons d'être confiant et optimiste, je reconnais que c'est un peu compliqué par les temps qui courent, mais voilà, ça passera. Vous commencez juste, donc voilà. Il y en a d'autres qui finissent, vous commencez, donc ne croyez surtout pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant. Bien, merci Monsieur Juppé. Cette fois-ci, on vous lâche. Bonne soirée à tous. Donc comme d'habitude, un buffet vous attend dans le hall Barrows, donc on vous invite à sortir par en haut. Merci encore.